bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Nuit Télévision. Voici les titres de cette édition. Les essais nucléaires débattus à l'Assemblée nationale en présence des députés Témat et Le Gaïc et Meriana Redarbelo, mais aussi de l'enseignant, chercheur et co-auteur du livre Toxique, Sébastien Philippe. Et vous le verrez, il est formel sur la connaissance des risques encourus du côté de l'État à l'époque. Après sa démission, le jeune directeur de l'OPH fait le bilan de 5 mois à la tête de cette structure. Nous reviendrons en détail sur ce bilan dans ce journal. L'Ordre national du mérite a été remis à notre ami André Vory pour le rayonnement de la Polynésie à travers ses productions audiovisuelles. André Vory qui est notre invité ce soir. L'État français savait avant et pendant. C'est ce qu'a affirmé donc l'enseignant-chercheur Sébastien Philippe sur les risques encourus par la population. Des déclarations intervenues à l'Assemblée nationale lors d'un débat initié par les députés Témat et Le Gaïc et Meriana Redarbelo. Un reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez, pour que cela n'ait aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie. 58 ans après ce discours rassuriste du général de Gaulle sur l'impact des essais nucléaires en Polynésie, les données scientifiques accumulées depuis quelques années démontrent le contraire. Désinformation volontaire ou non à l'époque, nos députés à l'Assemblée souhaitent aujourd'hui éclairer leurs 574 collègues sur l'épineux sujet en organisant ce vendredi un débat au sein de l'institution. L'objectif de ce débat sur les essais nucléaires, c'est surtout de sensibiliser les députés français sur notre combat de reconnaissance et d'indemnisation à la fois des victimes et aussi du territoire, donc de la CPS, des conséquences sanitaires, économiques, sociales des essais nucléaires. Face à la méconnaissance des parlementaires métropolitains sur le fait nucléaire polynésien, nos députés estiment qu'il est important de faire de la pédagogie en mettant en lumière des faits scientifiques. Pour ce volet, c'est l'enseignant-chercheur et co-auteur du livre Toxique qui s'en est chargé. Pour lui, il est clair, absolument oui, que l'État français était au courant des conséquences possibles des essais nucléaires atmosphériques. Des preuves corrélées par plusieurs documents déclassifiés, comme celui datant du 10 juillet 1966, soit 8 jours après le premier tir atmosphérique, qui précise que la population tahitienne est parfaitement inconsciente, insouciante et ne manifeste aucune curiosité. Avant de rajouter qu'il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels, de façon à ne pas perdre la confiance de la population qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès les premiers tirs. Pour enfoncer le clou, le scientifique affirme que la méthodologie employée par le CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, pour décider d'accorder ou non un dédommagement, est erronée. Toute personne résidente sur l'île de Tahiti ainsi que Moorea ou les îles sous le vent en 1974 put recevoir une dose efficace supérieure au seuil d'indemnisation d'Amélie-Siebert. Cela représente environ 100 000 personnes, soit 90% de la population de la Polynésie française à l'époque. C'est 10 fois plus que ce que l'étude du CEA en 2006 suggère. Interrogée par la députée Meriana Redarbelo sur la prise en charge des frais médicaux supportés par la CPS, qui s'élèverait à plus de 100 milliards de francs, la nouvelle ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a tenu à rassurer, sans toutefois confirmer ces chiffres. Le poids financier de l'indemnisation des victimes des conséquences d'essais nucléaires français ne doit pas être supporté par les caisses locales polynésiennes. C'est pourquoi je tenais d'emblée à vous rassurer sur l'avancée des travaux permettant de rendre cette mesure opérationnelle. Selon les députés polynésiens, d'autres réunions d'information sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie devraient avoir lieu dans les prochains mois à l'Assemblée nationale avec l'ensemble des groupes politiques. Objectif, proposer un nouveau texte de loi.
Avec la saison des pluies, la prolifération des moustiques et leur lot de virus, si le Fénois n'a pas recensé d'épidémie depuis quelques années, les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Avec 2 nouveaux cas de dengue autochtone, le virus circule. En laboratoire, les solutions biologiques et pharmaceutiques se développent. Un reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Zika, chikungunya, dengue, ces virus transmis par les moustiques seraient-ils définitivement maîtrisés sur le territoire ? En tout cas, aucune hospitalisation n'a été recensée en 2023. Est-ce pourtant la preuve que ces virus ont disparu du Fénois ? Pas si simple. Et depuis 2020, on n'a pas du tout de cas de dengue. Donc, ce qui fait qu'on a l'impression, on n'en parle plus, etc. Or, c'est faux. Évidemment, ces maladies peuvent revenir. Et la dengue, elle revient régulièrement. Donc là, vous le savez, on a eu 2 nouveaux cas de dengue autochtones, c'est-à-dire qui n'ont pas été importés, qui ont été des personnes qui ont été contaminées ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on risque d'avoir une épidémie. Alors plus ou moins forte, on l'a vu, selon les différentes années, c'est plus ou moins marqué. Mais il faut s'attendre à une recrudescence de cette maladie, donc il va falloir encore y faire face. Si la prévention est logiquement indiquée, de nouveaux outils de lutte contre ces virus commencent à voir le jour. À l'image des moustiques mâles stériles, élevés depuis 10 ans par l'Institut Louis Mallardet. Une lutte biologique qui a permis de faire baisser les populations de moustiques sur l'atoll de Tetiaroa et qui devrait être appliquée à plus grande échelle. Bientôt, il y aura un nouvel essai sur Tahiti avec également des moustiques qui vont stériliser la population, faire pour diminuer cette population. Donc ça, ce sont des pistes très intéressantes. Pour l'instant, on est encore en phase d'essai. Pour l'élargir à un pays entier, ça sera plus compliqué, mais ce n'est pas inenvisageable. Autre moyen de protection, les vaccins. Avec un dérèglement climatique qui pousse les moustiques vecteurs de virus vers l'Europe, les laboratoires pharmaceutiques ont d'ores et déjà compris l'intérêt de se lancer dans la fabrication de sérums. Un espoir certes à prendre avec prudence, mais qui n'est pas utopique. L'un est déjà autorisé, mais n'est pas bien adapté, donc il a été un petit peu mis de côté. Un autre est également commercialisé dans certains pays, mais pas en France, pourrait être plus intéressant. Reste que le problème du prix de ce vaccin, du recul qu'il faut quand même avoir malgré tout sur son efficacité, et savoir comment l'utiliser. Est-ce qu'on va s'amuser à vacciner toute la population, ou seulement une partie de la population, etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est pas réglé, mais ce sont des pistes qu'on peut espérer avoir prochainement. Cette course aux solutions de lutte contre les moustiques ne fait que commencer, puisque selon l'OMS, ces maladies représentent dans les prochaines décennies une menace majeure pour le monde entier. La nouvelle est tombée hier à la surprise générale. Le jeune directeur de l'OPH, Hourey Omana Teourourey, a posé sa démission. Ainsi, le jeune cadre a dressé ce matin un bilan positif de ces derniers 5 mois. Il est resté évasif sur les raisons de son départ. Au sein de l'OPH, il est déjà regretté, alors que certains pointent du doigt l'absence de stratégie claire. Thomas Chabrol. Nommé à la tête de l'office en septembre dernier, Hourey Omana Teouroura n'ira pas au bout de son intérim. Le directeur de 33 ans espère même partir début février. Sans donner plus de précision, le jeune cadre a simplement indiqué que les conditions ne lui conviennent plus. Il ne s'est pas projeté au-delà de ce qui lui a été demandé, régler la facture des impayés auprès des fournisseurs, une dette de 4,5 milliards. À l'heure où je vous parle, nous avons un peu plus de 1 milliard, presque 2 milliards d'encours fournisseurs. 85% de ces factures restantes à payer datent de moins de 3 mois. Donc nous sommes revenus à des délais de paiement qui sont beaucoup plus raisonnables et soutenables pour les entreprises, évidemment. Reste la note des loyers impayés qui s'élève toujours à 2 milliards et le plan Marshall annoncé en novembre dernier par le pays se fait attendre. Si une feuille de route quinquennale est là, le jeune cadre ne semble pas trouver sa voie à la direction générale. Je rappelle quand même que la stratégie de l'établissement est avant tout fixée par le conseil d'administration et qu'il y a différents postes qui existent au sein du conseil d'administration, donc pourquoi pas continuer à intervenir là-dessus. Mais en qualité de directeur général par intérim, non. Entre les murs de l'office, la démission du directeur surprend le personnel qui regrette ce départ. Je me pose la question, nous, avec des personnels, pourquoi aujourd'hui il sort en tant que représentant du personnel? Moi, j'aimerais bien avoir une feuille de route. Comme nous, aujourd'hui, on est 270 personnels. Donc, cette feuille de route-là, on ne sait pas où on va. Avec 30% d'impayés dans le parc locatif, l'OPH n'a jamais été en mesure de vivre de ses loyers.
Si les dettes envers les fournisseurs ont été réglées, les défis de l'OPH restent nombreux, comme le manque de foncier et de levier financier. Je pense effectivement qu'il faut avoir une personne de l'extérieur pour porter ces réformes, avoir un œil neuf. Nous, on est là pour apporter notre expérience, notre connaissance du terrain, notre connaissance financière. Il y a aussi un sujet, pour ma part, c'est le développement de Arana, voilà, qui mobilise beaucoup de temps et d'énergie et qui doit aussi assurer quelque part la pérennité en fait. Cette filiale pour développer le logement intermédiaire est destinée aux familles disposant de 2 à 4 SMIG. La direction avait mis beaucoup d'espoir sur ce créneau pour aller vers un modèle économique plus autonome. Il est l'une des figures de cette chaîne qu'il a intégrée dès son lancement dans les années 2000. André Vory a reçu ce vendredi l'Ordre national du mérite des mains du haut-commissaire Eric Spitz. Et entouré de sa famille, impliquée dans la culture et dans le monde du sport, André Vory vous fait vibrer lors des Hawaii Kinuiwa. S'il est habituellement derrière la caméra, TNTV vous propose ce soir de découvrir qui se cache derrière le reporter que vous connaissez tous. Un portrait signé Laure Philibert et Mataï Horai. À manger du lion. Il vibre au rythme des Hawaii Kinuiwa. André Vory, indissociable d'Ingrid, son épouse, vous a emmené aux 4 coins du Fénois. C'est ici, aux côtés de ses parents, que l'enfant de Haroué a toujours vécu. Et malgré ses multiples occupations, il participe toujours aux travaux de l'entreprise familiale. Il a été passé son examen prof, CAPES, à l'université. Après les cours, il revient travailler avec moi pour m'aider, quoi. Il faut faire comme André, mais il faut avoir la volonté. Arrière-petit-fils de la première femme mère de Haroué, Rosa Raoul, André Vory en a hérité un tempérament conquérant. Je crois que c'est un héritage, hein, parce que ma grand-mère, elle aimait aussi la culture. Et comme quand on est femme, on ne veut pas tout faire, mais André a hérité ce don. Il peut tout faire lui-même. Alors je pense toujours à ma grand-mère. Et en plus, ma grand-mère a été médaillée aussi. Et de la Légion d'honneur alors, hein, là à Pomaré, au tombeau de Pomaré. Elle garde le secret depuis plus de 6 mois. Ingrid, l'épouse d'André, lui a annoncé il y a quelques jours qu'il allait recevoir la médaille de l'Ordre du Mérite, la reconnaissance d'une vie au service des Polynésiens, une distinction célébrée en famille, aux côtés de leurs 3 enfants. Il se donne à 1000%, enfin, il fait pas les choses à moitié, il a donné beaucoup de sa personne au-delà de ce de ce qu'on attendait de lui. Hein. Vous savez, il y a un salarié, il fait ses 39 ans, mais lui, il allait bien au-delà de ça parce que c'était sa passion. Je voulais montrer ce qui n'était pas important aux yeux des autres. À l'époque, c'était un dentiste qui parlait des marquises, c'était un docteur qui parlait de Rangui, c'était les autres qui parlaient bien, qui parlaient de nous. Et moi, j'ai vécu avec mon grand-père, avec tous ceux qui disent « mais c'est pas ça ». Aujourd'hui très impliqué dans le monde du Va'a, notamment au travers de la CPS Challenge, André Vory évolue aux côtés de Thierry Péou, son ami de 20 ans. Moi je l'appelle le fou en bon terme, parce que c'est un gars qui fonce dans le Va'a, dans le sport, et c'est un gars très simple. Même s'ils ont monté leur propre société de production, les Vory continuent à parcourir les îles pour TNTV. À 47 ans, André Vory multiplie les projets sportifs et audiovisuel, mais aussi littéraire. Auteur d'un livre à paraître, le reporter n'a pas fini de nous surprendre. Et nous accueillons à présent notre ami André Vory, producteur, réalisateur et aujourd'hui chevalier de l'Ordre national du mérite. André, Yoram. Yorana Davison, content de te revoir. Alors André, c'est une fierté pour la chaîne, tes collègues, ta famille et pour toi aussi bien évidemment. Comment est-ce que tu as vécu cette décoration ? Surpris déjà. Parce que quand, tu le sais très bien, quand on fait ce métier-là, en France, on fait pour les autres. Par amour, hein. On aime bien quand on nous dit « c'était joli le reportage, le lendemain matin, quand tu vas au magasin, ça nous arrive tous les jours. » On nous dit aussi « c'était pas bien. Hein, ça va avec. Hein. » Et en faisant ça tous les jours, on oublie que le temps passe. Hein. Quand on prend de l'âge et tout, et que voilà, la vie, hein, ça passe.
Et le fait que là, il y ait une pause, cette remise de médaille, ça m'a simplement posé. Arrêté un moment, j'ai dit, tiens, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis dit, je me suis retourné et je regardais le parcours. Sinon, on n'aurait jamais le temps. C'est ça que ça a provoqué chez moi, si tu veux savoir la médaille. C'est ok, on va regarder un peu ce qu'on a fait. C'est vrai que, waouh, avec toi, avec la chaîne, avec Thierry Peu, avec tout le monde, avec les îles qui nous accueillaient au début, en 2000, vous imaginez comment c'est. C'est la médaille de toute la Polynésie, celle-là. C'est pas la médaille d'André Vohis, c'est Ingrid, même si elle planche pas, mais elle te dit oui, on y va. C'est la médaille de TNTV, parce qu'avec les petits moyens, on concurrence les grands. Justement, tu as invité à cette remise de médaille ta famille, à tes collègues de travail avec qui tu as œuvré tant d'années, ta femme qui t'a toujours suivi. Ils ont été d'un soutien dans ton travail. Obligatoire. Moi, je vais te donner la dernière expérience. Plus j'ai avancé dans ma carrière et plus on se dit qu'on va donner davantage. Genre, il y a une légende, il y a un trou, il y a un Mokorea, il y a Matawhenua, et ça s'arrête là, ça se perd. Il faut plonger. On n'est pas plongeur. Si, on plonge. On n'est pas formé pour toutes ces choses-là. Mais qui va le faire? Et là, le soutien, il faut avoir le courage, ça, on l'a. Ça, nous tous ici. On est courageux, on est là. Et s'il n'y a pas ce soutien, cette confiance de la famille, pas aussi que la famille, mais tout ce qu'il y a autour, les villageois, les Iliens, toutes ces personnes, les Tavanas, s'il n'y a pas cette confiance-là, on ne fait pas. Et c'est ça que j'aimerais bien souligner ce soir, comme je te l'ai dit. C'est un travail avec tous les Polynésiens. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit au journal tahitien, c'est que notre travail à nous, c'est de travailler pour le Polynésien. Ça, on ne peut pas le dire. TNTV a été créé pour ça et tous les jours on œuvre pour que le Polynésien soit au courant dans l'information, pour qu'il soit fier de sa culture, pour qu'il se réapproprie ses langues et tout et tout. Et cette médaille, elle vient de la France, cette reconnaissance-là que j'ai eue du haut-commissaire. Ça veut dire quoi? Ok, c'est une médaille. Mais ça veut dire que notre travail pour le Polynésien, eh bien, il intéresse aussi ceux qui sont en dehors de nos frontières. C'est ça que moi j'ai compris. C'est qu'on travaille pour nous et ce travail-là, eh bien, il dépasse un petit peu nos frontières et c'est ça qu'il faut retenir. C'est cette voie qu'il faut continuer. On fait pour nous et en même temps, c'est le rayonnement de la Polynésie qui va partout. C'est ça pour moi cette médaille-là. Et je remercie toute la Polynésie pour ça. Et justement, démontrer, promouvoir toute la Polynésie par le regard d'un Polynésien. Tu as tout compris. Tous les thèmes qui ont été abordés, d'où le fameux livre, où je vais pas vous dévoiler le thème du sujet, mais c'est un sujet qui a été développé 1001 fois. C'est comme si on racontait les 1001 nuits 1001 fois. Sauf que tout le ressenti tout ce qui est autour de ce livre-là vient d'un regard d'une autre culture. Les Allemands ont écrit sur ça. Les Français de métropole. Tous les peuples, sauf nous. Et je peux te dire que mon regard à moi va rendre fier toute la Polynésie. Ce sera ma dernière question pour toi, André, ce soir. Non, tu es l'un des premiers à comprendre justement l'importance de la proximité dans les reportages ici à TNTV aujourd'hui. Est-ce que la télé fait assez de proximité aujourd'hui? Est-il possible d'aller plus loin? Si je veux être honnête avec toi, la télé, c'est bien. Sauf que la télé, on en discutait avec Laure Philibert et tous les autres qui sont venus faire le reportage et que je remercie, et Mata également, c'est que on oublie les îles. On est 150 000, je crois, à Tahiti et le reste dans les îles. Il y a 118 îles. La télé est importante jusqu'à la météo dans les îles éloignées, genre Fongato, Whakahina, où il n'y a pas Internet. Je peux te dire que notre proximité, elle doit être là. Et elle est là.
puisqu'on y est. Et je dis que cette chaîne-là, c'est la chaîne du Polynésien, les derniers sondages le montrent. C'est parce qu'on a cette proximité. Et je vais vous dire, vous qui êtes encore là au sein de la chaîne, continuez. Tous les patentés qui sont à l'extérieur comme nous, quand nous avons un peu plus de liberté, il faut continuer à donner la parole, à donner de l'information. Et surtout, Tahiti, c'est pas que... La Polynésie, c'est pas que Tahiti. Il y a Tahiti. Mais il y a surtout ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est mon combat depuis 2000. Et c'est ton combat aussi, je le sais. André, pour tous ces paroles et d'avoir donc accepté notre invitation. Merci à vous, ça me fait plaisir. Marumete. Ils étaient les grands absents des Jeux du Pacifique aux îles Salomon. Les badistes tahitiens auront l'occasion de se rattraper lors des Océanias organisés du 12 au 18 février en Australie. 6 jeunes espoirs seront engagés en U17 et 9 seniors prendront part à la compétition reine. Désiré Teivao et Oriano Tefo les ont rencontrés pendant une de leurs séances d'entraînement. On va tourner, on va faire des simples, des doubles, des mixtes. Okay, on ne va pas tous faire la même chose en même temps, ça va dépendre. Quelques-uns des meilleurs badistes du Fénois enchaînent les entraînements depuis près d'un mois dans le gymnase de l'université. Objectif, affûter leur déplacement, leur frappe et leur sens du jeu en vue des matchs de haut niveau aux Océanias. Si en simple, la compétition promet d'être assez rude, la sélection tahitienne aura sa carte à jouer lors des tournois par équipe. Pour les U17, on vise la médaille d'or parce qu'il n'y a pas l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc nos meilleurs concurrents, ça va être les îles Cook et la Calédonie, c'est à leur portée. L'année dernière, on a remporté la compétition en U17, donc on espère pouvoir faire pareil cette année. Chez les filles et les garçons en senior, on vise la 3e place parce que c'est assez abordable cette année. On n'a pas la Calédonie, donc la Calédonie ne sera pas présente sur cette compétition. Après, on se méfie un petit peu toujours de Cook et de Fidji qui reviennent, mais normalement sur le papier, on est censé essayer d'assurer la médaille de bronze. Dans le groupe des 9 seniors retenus pour l'Australie, Keali'i Taurua, ancien combattant du jiu-jitsu brésilien, disputera sa première compétition internationale au badminton. Une progression à vitesse grand V pour le jeune homme de 17 ans qui s'est mis au volant il y a 2 ans seulement. Un peu stressé parce qu'on va affronter du très haut niveau et avec les entraînements qu'on a fait, je me sens assez prêt, mais je m'attends quand même à du gros niveau. On va essayer de gagner au moins un match avec ma partenaire Tafira et essayer quand même d'aller chercher des petits points en simple. Pour la sélection U17, ces Océaniens sont une première étape pour préparer les Jeux du Pacifique organisés en 2027 au Fénois. Je sens bien et j'espère que je vais me donner à fond là-bas et j'espère que j'aurai pas trop le stress. On n'a pas vraiment beaucoup de stratégie, c'est juste qu'il faut qu'on se donne le meilleur de nous-mêmes pour essayer de gagner le maximum. Parce que c'est les meilleurs localement sur la compétition U17, donc on a une équipe très jeune et très prometteuse et effectivement dans ce lot de 6 joueurs, on espère retrouver la majorité pour 2027. Ouais. Les badistes ont encore un mois pour s'affûter et attaquer les Océaniens dans les meilleures dispositions. Notre édition arrive à son terme. Votre soirée sur Tahiti Télévision. Ne manquez pas à 20h05 NCIS Hawaii saison 2 à Track à Hawaï. Puis à 20h50 vendredi, tout est permis avec Arthur. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.